On reste donc un moment sur cette mesure d'accompagnement, cette entraide sociale, d'aide sociale décidée par l'autorité à l'endroit des couches les plus vulnérables pour faire face donc à ce moment de pandémie. Jérôme Soso, avant la pause, vous aviez la parole. On évoquait donc l'interdiction. Oui, mais je le disais que l'État ne va pas risquer cette décision-là. Au risque, vous permettez la tautologie, au risque de que cette décision l'emporte. Oui. En réalité, les conducteurs des immigrants occupent la grande partie, la majorité on les dénombre à 600 000. 600 000. Vous vous rappelez, lorsqu'on a pris la décision la dernière fois, les menaces de Pikara, et les audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ça va, franchement, si l'État ne sait pas faire, cette histoire va l'emporter catégoriquement. Donc je crois que l'État ne va même pas risquer ça. Je crois qu'on devait quand même améliorer, réorganiser le secteur. C'est pour ça qu'en un premier temps, il est très important, impératif de leur imposer le port de masque et de les laisser travailler. Maintenant, on va mettre, comme je le disais, la police à contribution pour quand même suivre. Je le disais, le Gira et ministre de la Sécurité a déjà mis un dispositif qui depuis très longtemps, moi j'ai vu, même en venant tout à l'heure, j'ai vu les policiers, les gendarmes qui, quand on ne porte pas les masques, on arrête la moto, porter les casques. C'est déjà bon, si on peut réorganiser. Maintenant, je me dis également que l'État seul ne peut pas le faire. Le chef de l'État, entre-temps, nous avait parlé d'une minorité qui s'accaparait de biens. Je crois que c'est le moment même que cette minorité-là rejette dans la société ce qu'elle a pu accaparer pour nous narguer, pour nous embêter. Mais c'est le moment même, c'est le moment même que cette minorité-là devait quand même venir devant la scène pour dire au peuple togolais qu'elle est là avec lui. Maintenant, il y a d'autres couches. Il y a l'Assemblée nationale, il y a les députés qui sont là, il y a les ministres qui sont là. On a vu tout le monde lors de la campagne électorale dans ce pays. Tout ce que des gens ont fait, tout l'enthousiasme que des gens ont mis, je pense que c'est le moment, c'est le lieu même de féliciter l'honorable député Gabia Maïlé, Esta, qui, dans la commune de la 4 en Foin, a donné des dispositifs de lavage de mains, des cache-nez, des gels. Je crois que demain, dans toute la préfecture des lacs, elle va encore faire des dons là-bas. Je félicite également l'honorable Kaboua, Baskaboua, qui a Dani là-bas, a fait l'honorable Théi Tama, qui aussi a... C'est le lieu maintenant... Il y a certaines politiques qui sont très visibles et qui sont au front. Tout à fait. C'est le lieu même de le prouver. Parce que vous avez entre-temps sollicité le suffrage de ces gens-là. Ils sont dans la nécessité, ils sont dans le besoin. C'est maintenant que vous devez les approcher pour prouver effectivement que vous avez besoin d'eux entre-temps. Et que maintenant, ce que vous avez bénéficié, il faut faire rejaillir ça dans la population. Maintenant, si à l'Assemblée nationale, là-bas, le bureau est là, le Premier ministre est là, les ministres sont là, on ne les voit pas sur le terrain comme on les avait vus lors de la campagne, ça ne fait pas bien. Je le répète, l'État seul ne peut pas faire cette affaire. L'État seul, avec 2 milliards qu'on a débloqués là, ça c'est insignifiant. Avec les 400 milliards dont le chef de l'État parlait là, c'est encore insignifiant. Nous sommes à... L'affaire a commencé, je crois, visiblement début 4 mars. Et à ce jour, nous sommes un mois. Regardez tout l'argent que cela fait perdre au pays. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est le lieu maintenant. Même les sociétés d'État, ceux qui sponsorisaient la Miss Togo, ceux qui organisaient la fête de bière à la plage. Il y a des sociétés, l'UNATO, Togo Cellulaire, Togocom, et beaucoup de sociétés d'État qui peuvent quand même aujourd'hui aider l'État togolais quand même à lutter efficacement contre cette pandémie-là. Vous avez vu le Sénégal.
les personnes privées, les sociétés, des gens, tout le monde est actif. Tout le monde fait quelque chose pour l'État quand même, pour limiter la pandémie. Aussi, aujourd'hui, on attend le gouvernement, alors que des gens de gros moyens, dans ce pays quand même, pour aider le chef de l'État et aider le gouvernement à vraiment venir au devant de cette affaire. Puisque ça nous concerne tous. Ouais. Ça nous concerne tous. C'est pour ça que moi, je suis furieux quand je constate que les députés sont là dans leur climatiseur, les ministres sont dans leur climatiseur, les directeurs de société, personne ne dit rien. On attend les 400 milliards de l'État qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on n'a pas encore trouvé. On attend les petites aides du gouvernement qu'on n'a pas encore trouvé. Ça va compliquer la situation. Et que cette situation dégénère, mon vieux, il faut comprendre que c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les aides-man, ce n'est pas seulement vous et nous qui sommes autour de ce plateau. Constant, il y a quand même quelque chose d'assez atypique au Togo. Quand on voit par exemple le Sénégal, on a vu un élan de patriotisme qui s'est manifesté. Il y a eu 2 chefs d'entreprise qui ont donné d'énormes sous. De grandes personnalités ont donné de l'argent, les joueurs et tout. Cela semble un peu faire défaut au Togo. Pourquoi ? Peut-être le Togolais est très égoïste. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier. Je suis plutôt optimiste et je me dis que ça va venir là, dans les jours à venir. Et ça traîne. Ça va venir. Pour le moment, il faut avouer que nous n'avons pas encore touché à la grande difficulté qui nous attend. Nous ne l'avons pas encore touché. On ne le souhaite même pas. Dans les années, au début des années 1990, avant la grève générale est illimitée. Les premières semaines de la grève générale, les gens avaient encore des ressources. Oui, tout à fait. Ils vivaient normalement. Il a fallu aller au-delà d'un mois, 2 mois, et même à la reprise des activités, c'est en ce moment que nous avons senti les affres de la grève générale et illimitée. Voilà, c'est pourquoi je dis, pour le moment, sûrement que les sommités de notre pays sont en train d'analyser les contours de ce problème-là. Nous, pour le moment, nous avons encore le souffle. Ceux qui ne sont pas malades ont encore toute la vitalité. Oui. Si la pandémie ne s'arrête pas tout de suite, eh bien, nous avons à craindre le plus dur. La famine. C'est pourquoi je crois que ceux qui ont encore de gros moyens et qui n'ont pas encore réagi, ils le feront dans les jours à venir. Concernant le travail des conducteurs de taxi-moto, nous devons clarifier cette situation. Il ne s'agit pas d'une revendication corporative. Nous faisons face à une pandémie. C'est une crise sanitaire. Alors, nous aurons à choisir entre 2 catastrophes. Soit la catastrophe liée à la réaction des conducteurs de moto-taxi parce qu'on leur refuse de travailler pour éviter de contaminer. Si le travail de moto-taxi doit constituer une chaîne de transmission, eh bien, le comité de gestion fera des recommandations pour que cette activité s'arrête, pour rompre la chaîne de contamination. Ou bien on ne rompt pas cette chaîne de contamination, eh bien, nous ferons face à la 2e catastrophe qui est l'hécatombe qui nous attend. Là, et les conducteurs eux-mêmes, et ceux qui prennent, et nous tous qui vivons avec les conducteurs et les passagers, eh bien, nous mourrons tous. Nous avons le choix entre les 2 catastrophes. Ce n'est pas une question... Mais là, encore faut-il qu'eux, ils comprennent la chose de cette manière. Nous n'avons pas d'autre choix que de comprendre. Nous pouvons évoluer vers un confinement généralisé. Là, on ne demandera pas qui fait quoi. C'est que tout le monde doit être à la maison. En ce moment, quel sera le corps qui va revendiquer? Ce n'est même pas évident. Personne ne pourra. C'est pourquoi les mesures qui peuvent être prises aujourd'hui, pour que nous n'évoluions pas vers un confinement total, eh bien, il faut prendre ces mesures-là. Quel que soit celui que ça concerne, il faut qu'on comprenne ça sous l'angle de la préservation de la santé. Il faut qu'on comprenne les mesures prises sous l'angle du combat contre la pandémie. Il faut rompre toutes les chaînes de contamination. Nous avons déjà fait montre de laxisme à plusieurs niveaux. Et nous avons fait augmenter le nombre de cas confirmés ou à confirmer. C'est déjà important et inquiétant. Est-ce qu'il faut continuer de prendre le risque
Je dis non. Ce n'est pas une question politique. Ce ne sont pas des décisions politiques. Ce ne sont pas des revendications politiques qu'il faut analyser, étudier avec... Non. Si je monte sur une moto-taxi porteur, ce n'est pas forcément par l'émission de la toux, par la toux, bien par le nez, forcément que je contamine. Je peux porter déjà le virus dans les mains. Eh bien, je me suis assis, je me suis agrippé à la moto, où, entre-temps, j'ai tenu le conducteur de moto-taxi. Eh bien, pendant que je descends, je laisse les virus sur la moto et le prochain passager va prendre. Mais ça, en même temps, ça donne aussi l'impression comme si on fait une fixation sur les conducteurs de taxi moto. Même dans les voitures, c'est vrai qu'on a limité, mais c'est pas ça. Hein. On dit de prendre désormais trois personnes. Non, mais des gens continuent comme si de rien n'était. Oui. Ça ne garantit pas, justement. C'est pourquoi je tentais de faire comprendre que ce n'est pas une fixation en réalité. Peut-être, c'est vrai, on est sensible au fait que les conducteurs de taxi moto vivent du jour au jour. Oui. Alors, il y a lieu de s'intéresser particulièrement à eux et les accompagner. Je suis parfaitement d'accord. Mais il faut que nous comprenions et nous leur expliquions aussi, nous les passagers de ces mototaxis, nous courons le risque de les transmettre ou bien de prendre. Il y a toutes les mesures qu'on peut prendre pour rompre la chaîne de contamination. Nous devons tous travailler à la raison. Oui, monsieur Lemo, moi je crois. Il faudrait que les mesures d'accompagnement soient conséquentes. Je suis d'accord. Pour le moment, les fonds décaissés ne couvrent pas grand-chose. Les prévisions sont apparemment importantes. Mais si ça doit durer, elles ne signifieront pas grand-chose. C'est vrai, il faudrait maintenant que tout le monde s'investisse. Tous ceux qui ont géré notre pays pendant plusieurs décennies ont pu garder quelque chose en réserve. Il faut qu'ils fassent profiter. Il faut qu'ils accompagnent les plus faibles. À faire face à la situation. C'est très important. Oui, je le dis. Je crois qu'il faut repenser sérieusement cette histoire-là. Parce que c'est compliqué à mon avis. C'est très compliqué. Il y a certains qui ne sont pas propriétaires de motos. Et les propriétaires de motos, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? C'est vrai, les évidemment, on dit il va prendre 20 000 francs à la fin du mois. Il va partager les 20 000 francs là, avec le propriétaire de la moto ou comment. Ou alors, il prend les 20 000 francs, il ne donne rien au propriétaire, le propriétaire retire sa moto. C'est compliqué, c'est pour ça moi je dis qu'il faut repenser l'organisation de ce secteur-là. C'est vrai, tout ce que vous avez développé, je suis d'accord, parfaitement d'accord. Il y a un très grand risque, mais on peut limiter le risque. On peut déjà, je dis, je vais donner cet exemple peut-être banal. J'ai vu un Z-Man au niveau du marché d'Accor la dernière fois. Il a mis du gel, il a mis du savon, il a mis de l'eau, il a créé un petit dispositif qu'il a accroché à sa moto. À chaque fois quand quelqu'un veut prendre la moto, la personne se lave les mains et puis il descend, il donne l'argent, il donne encore, il se lave les mains. Je crois qu'on peut réfléchir, on peut revoir ce secteur-là. Sinon, dire complètement qu'ils ne vont pas travailler, moi j'ai peur que... Parce que le problème aussi, c'est que si on les arrête, ce n'est pas eux qui souffrent. Hein. Il y a tous ceux qui prennent les motos pour venir au boulot et tout ça. Plein de Togolais qui vont au service, qui vont au marché, qui se déplacent à Zémidia. Si on les arrête, d'abord ça va poser problème aux propriétaires, ça va poser problème aux conducteurs, ça va poser problème à toutes cette couche-là. Et maintenant, ça va créer d'autres problèmes. Les loyers, les 20 000 ne peuvent pas suffire pour faire ça. Moi, je dis qu'on peut repenser autrement. On peut appeler les autorités, leur dire de penser à cette proposition, à ce que les gars l'ont fait. Et à chaque fois, quand des gens se lavent les mains, je crois qu'ils vont limiter. Le gars, quand tu prends... avant de monter, tu te laves les mains, tu descends, tu donnes l'argent, il te donne encore le truc là, tu te laves les mains, tu t'en vas, tu portes obligatoirement le cache-nez. Je crois que si on repense d'une manière ou d'une autre cette histoire-là, ça peut résoudre le problème. Et ça va même aider l'État à faire trop de dépenses dans ce secteur-là. Vous êtes sous l'angle économique du problème.
Mais l'angle le plus important, je vois tout. L'angle le plus important, c'est l'angle sanitaire. Oui, c'est ce que je dis. Quand le gars a pris des dispositions pour se laver les mains, c'est déjà important. Lorsque vous analysez le problème sous l'angle de à qui appartient la moto, de quoi vit le conducteur, ainsi de suite, c'est pendant la possibilité qu'il y a encore à travailler. Mais quand on décide du confinement général, il n'y a plus de conducteurs de taxi-moto. On ne peut pas aller jusqu'à cette étape-là d'ailleurs. Nous sommes dans l'éventualité. Nous sommes dans l'éventualité. Je me mets à l'hypothèse que la décision, compte tenu de l'évolution des chiffres, qu'on décide du confinement général. Alors, qui va poser encore le problème de propriétaire de moto ou bien de son conducteur? Personne. Personne. La lutte est commune sous un seul angle important aujourd'hui. Nous perdrons tous sur le plan économique. Sans exception, nous perdrons tous, mais ce sacrifice est nécessaire pour combattre et le plus vite possible la pandémie. D'accord. On va évoquer aussi le dernier sujet, si vous permettez. Le dernier sujet, c'est les projets de budget donc des maires, projet de budget rejeté par le ministre de tutelle Payadoa Boupessi, qui dit aux élus, en tout cas aux maires, que leur projet de budget 2020 soumis à son approbation n'est pas recevable. Le ministre évoque deux raisons principales, notamment le manque de réalisme dans les prévisions des recettes budgétaires, et il avance également la raison liée à la maladie du coronavirus. En ce qui concerne le manque de réalisme, il estime que les maires sont à excuser en ce sens qu'ils n'ont pas d'antériorité, étant donné que c'est le premier exercice de toutes vos communes qui sont nouvelles dans leur statut actuel, il a été donc constaté qu'ils n'ont pas fait preuve de réalisme. Et également, ces budgets n'ont pas semblé prendre en compte l'impact qu'aura la pandémie du coronavirus sur la situation économique. Quand on voit dans le fond, Jérôme Sossou, les arguments du ministre sont recevables. Je peux dire oui, je peux également dire non. Je peux dire oui parce que c'est vrai que c'est le premier exercice de ces maires, comme le ministre lui-même l'avait constaté. Il y a plein de ces maires-là qui ne savent pas encore gérer une commune. C'est pour ça qu'il est même nécessaire comment appelle-t-on ça, qu'il aille à une école de gestion de la mairie. C'est très important. Il faut des techniciens qui devaient quand même les accompagner pour quand même arriver à ce que ces maires-là puissent bien gérer leur mairie ou leur commune. Sinon, au-delà de ça, ça serait une catastrophe parce que des gens peut-être ont mis des chiffres sans savoir pourquoi ils ont mis ces chiffres-là. Et deuxième chose, le ministre avait dit dans ce que j'avais lu, je crois hier ou avant-hier, qu'il prend juste en compte le paiement de loyer. Il a parlé de salaire, indemnité, cotisation sociale, assurance, loyer, carburant et entretien. Etc. Et voilà. Et donc, là, je crois que c'est... C'est-à-dire se limiter à l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. Et aujourd'hui, avec ce virus Corona, l'État a déjà des difficultés, d'énormes difficultés. L'État ne s'est pas préparé. On a souvent dit que gouverner, c'est prévoir, mais malheureusement... Bon, ça, aucun État au monde ne l'a prévu. Je suis d'accord, mais on pouvait quand même arriver à un niveau donné. Aujourd'hui, au Togo, on n'a rien du tout sur ce plan-là. C'est maintenant qu'on a été surpris, on se dit, mais on a failli, on a été défaillant. Et donc, je crois que avec cette histoire de Corona là, l'État en a déjà jusqu'à la gorge. Et donc il ne faudrait pas qu'on lui ajoute des difficultés. Je crois même qu'on peut ce soir compléter ce budget en attendant que le coronavirus finisse. Et puis bon, on va voir ce qu'on peut. Mais l'essentiel c'est que il faut que ces mères là aillent à l'école
de la gestion d'une mairie. Parce que c'est comme à la dernière minute, l'État même a été surpris d'organiser les élections locales pour quand même mettre des gens à la tête des mairies qu'on a on en a tellement créé. Et ça, je crois qu'on pouvait quand même se limiter à 5, 10, 15, 20 communes. On est allé jusqu'à 117, etc. D'accord. Voilà, alors, ce sont les conséquences. Alors, dans la note, Constant Lemou du ministre, il dit je relève à l'examen de vos différents projets de budget 2020 le manque de rigueur dans le respect du principe de sincérité dans vos prévisions de recettes budgétaires. Mais peut-être à la décharge des maires, c'est que c'est un exercice qui a été fait avant la pandémie. Oui, tout à fait, c'est aussi possible. Peut-être oui, dans une moindre mesure. Vous savez, les principes budgétaires sont assez stricts et rigoureux. Oui. Et quand le ministre parle de la sincérité, il faut aller voir est-ce que les maires, ou du moins les services techniques qui étaient chargés d'élaborer ce budget, avaient toutes les informations sur les sources des recettes à recouvrer. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas d'antériorité. Exactement, il n'y a pas d'antériorité. Est-ce qu'ils avaient toutes les informations sur les marchés, par exemple? Quand il dit qu'il va recouvrer, par exemple, 100 000 francs dans un marché, alors qu'il ne sait pas combien de places il y a dans ce marché-là. C'est combien de fois ce marché s'anime dans la semaine ou dans le mois. Et la recette que le marché fait... Ensuite, il y a beaucoup d'autres éléments, des structures économiques dont ils ignoraient parfaitement l'existence ou bien les capacités de produire des taxes susceptibles de soutenir les recettes des mairies. Cette sincérité exige des maires des informations exhaustives sur toutes les potentialités existantes dans leur commune. Au jour d'aujourd'hui, aucun maire, je suis sûr, ne sait combien d'habitations il y a dans sa commune. Seul l'OTR est en train de collecter petit à petit les données et les taxes d'habitation chez ce qu'ils peuvent, chez ce que l'OTR peut encore collecter, à mettre à la disposition des maires. Ils sont tout simplement informés par l'OTR. Voici dans votre commune ce que nous avons collecté. Mais est-ce que ces montants sont sincères? Aucun maire ne peut le dire. Il faut vraiment qu'il y ait une étude, un apprentissage. C'était prévisible que ces premiers budgets des mairies, de ces jeunes mairies, puissent connaître des difficultés d'approbation de la part de la tutelle. Ça, c'était évident. Quand on prend les maires eux-mêmes, M. Sossou l'a déjà dit, est-ce que c'était des économistes? Est-ce qu'ils étaient préparés à exercer ou bien élaborer un budget ou l'exécuter? Ce n'est pas évident. Surtout ceux qui ont fait carrière dans l'opposition et qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais impliqués dans la gestion d'une administration. Aujourd'hui, ils ne savent absolument rien. S'ils n'ont pas la chance d'être entourés par des techniciens routiniers, ils ne pourront que produire des chiffons au lieu des projets de budget. Lorsqu'on prend un enseignant de gestion ou bien d'économie, ce n'est pas évident qu'il soit capable d'élaborer un budget. Mais quels sont ceux qu'on a pris comme secrétaires généraux? Très peu se connaissent en l'administration. Ils sont très peu. Ils sont bien sûr des agents de l'État, mais combien ont été formés pour ce travail-là? D'autres critères ont prévalu au choix. Et aujourd'hui, les résultats sont là. En réalité, ce n'est pas la faute aux maires si ces budgets ont été rejetés. Ce n'est pas la faute directement du maire ou des conseillers. Eux, ils sont des élus politiques. Ils ne sont pas obligés de connaître la gestion administrative ou l'élaboration d'un budget ou son exécution. Ce sont les services techniques qui incarnent des techniciens. Encore fallait-il qu'ils soient entourés vraiment de ces techniciens pour faire le travail. Je peux avoir un master en gestion, mais si je ne suis pas dans un système
pour élaborer, pour participer à l'élaboration des budgets, ma foi, avec ça va être mon doctorat, compliqué. je ne pourrais rien faire. Messieurs, on va s'arrêter ici. Et puis, juste pour compléter ce que il disait, il y a même des difficultés même à tenir des conseils municipaux. Oui. Et ça pose d'énormes problèmes. J'avais appris que dans une commune ici à Lomé, il y a le maire qui s'est retiré ou qui s'est enfermé dans son char et il a élaboré seul le budget. Et que ce budget-là, qui n'avait même pas voulu soumettre à l'appréciation des conseillers municipaux. Et ça a posé problème. Maintenant, si on envoie ce budget-là au ministre de l'administration, il ne pourra que rejeter. D'accord, en tout cas, chacun est renvoyé à s'assurer de l'équilibre. Oui, tout à fait. Les recettes et les dépenses. Et surtout, quand on prévoit faire des dépenses, exécuter des dépenses d'un certain montant, il faut démontrer qu'on est capable il faut que ça soit réel. Les recettes de couvrir ces dépenses. Et surtout, y prévoir des cas où on n'a pas pu recouvrer les recettes nécessaires. Quel est le plan B? C'est très important. On va s'arrêter ici. C'est ça la sincérité. C'est jeudi, et ce jeudi, je voudrais profiter de cette fin-là pour saluer encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, la mémoire de Dominique Alizio. Oui. Chaque jeudi, je commence par avoir les larmes aux yeux. Chaque jeudi, il venait s'asseoir à côté de moi pour animer cette émission. Dominique était quelqu'un de très jovial, quelqu'un que nous apprécions beaucoup, je suppose, Jérôme Soussou. Oui, Sam, et Dominique a été pour la plupart du temps mon interlocuteur direct, je crois, depuis Radio X Solaire jusqu'à la radio Légende quand on a fermé, je me rappelle, on se tirait véritablement. Parfois, j'ai la chair de poule en même temps. Parfois, nos auditeurs pensaient que on était des ennemis. Et puis, bizarrement, quand on sort des studios, franchement, c'est un autre Dominique. Je me rappelle encore, j'ai fait le dernier débat entre lui et moi. Il était en Belgique. Et puis, il disait, quelqu'un l'a appelé pour lui dire qu'une autorité m'a acheté une voiture. Il a dit non, que c'est pas un problème. Dès qu'il va revenir, lui-même saura. Et que lorsqu'il va me rencontrer dans un débat, que je vais dire la vérité. Et au cours du débat, il a sorti, enfin, on était en train de débattre d'autres choses. Il a sorti le sujet, il a dit, mais finalement, c'est Dominique qui dit, mais Jérôme, si quelqu'un l'a acheté une voiture, il ne peut pas débattre comme ça. Que diront, Jérôme, des gens ont menti dans ton code. Et puis, depuis ce jour, à chaque fois quand on se raconte, quel que soit, n'importe où on se raconte, il ouvre son porte-monnaie, il me donne 2000 francs. C'est un gars très jovial. Il a surpris même une auditrice qui était très furieux contre lui. Elle a sorti, l'auditrice m'a appelé, Jérôme, mais pourquoi tu aimes aller dans les débats avec Dominique? J'ai dit, madame, je vais vous passer Dominique, il va vous répondre. J'ai passé Dominique à la dame. Et finalement, la dame m'a dit, si je peux lui amener Dominique, parce qu'il a senti que c'est un gars trop jovial. Constant, un mot rapide. Paix à son âme. Paix à l'âme de Dominique. Un double héros. Il a combattu toute sa vie professionnelle aux côtés d'un régime en qui il a mis toute sa confiance. Ça, c'est le premier volet de son héroïsme. Un manque de mots. Excusez-moi. La deuxième phase de son héroïsme, c'est quand il devrait rendre l'âme. Des images sont sorties. Et à l'occasion, nous avons tous pris conscience que nous avons beaucoup à faire du côté de nos structures sanitaires. Et aujourd'hui, quand bien même il n'est plus, la situation a été améliorée pour les survivants. Ce double héroïsme
de Dominique mérite d'être salué. Voilà, merci. Nous ne l'oublions jamais. Merci beaucoup, merci Constant, merci Jérôme d'être passé. Merci à tous. C'est beaucoup d'émotions, Dominique. On ne t'oubliera jamais. On pense sincèrement à toi et on prie le bon Dieu de t'accueillir là où tu es parti aujourd'hui. Merci et à demain.